Bonjour, je vous présente un petit webinar sur les urgences préhospitalières quant à la stratégie et l'aide à la décision économique. Redéfinir la notion d'urgence qui est bien sûr hiérarchisée en 3 niveaux. L'urgence préhospitalière désigne toute situation médicale, paramédicale ou médico-secouriste urgente nécessitant une intervention rapide en dehors d'un environnement hospitalier. Et cette notion de prompt secours est analysée au niveau par rapport à l'urgence ressentie par le médecin régulateur, c'est son job, médecin du SAS ou du SAMU, pour hiérarchiser le niveau d'urgence. Et j'ai souhaité reprendre une définition qui a cours en urgence transfusionnelle. Quand on prescrit du sang, c'est bien sûr devant une hémorragie de la délivrance en postpartum, il nous faut avoir du sang dans les quelques minutes. Différent d'une anémie chronique où on peut transfuser la personne dans les 3 heures qui viennent. Et donc l'urgence vitale immédiate telle qu'elle est libellée dans l'urgence transfusionnelle correspond à l'arrêt cardio-respiratoire, à l'état de mal asthmatique, à la détresse respiratoire aiguë par exemple. Le deuxième niveau dans la hiérarchie des urgences, c'est l'urgence vitale. On enlève immédiate, moins de 30 minutes, et donc on se situe dans un palier différent. On peut aller jusqu'à 45 minutes en fonction bien sûr des courbes isochrones de déplacement vers le malade ou le blessé. Et enfin, l'urgence, moins d'une heure, ça peut aller en fonction de certains SAMU, des demandes d'intervention dans les 90 minutes. Parfois même, ils peuvent aller, je l'ai vu récemment, jusqu'à 120 minutes. Donc voilà, donc c'est cette notion de hiérarchisation de l'urgence qui est prédéterminée par le SAMU. Alors, un autre élément important dans l'approche politique des chefs d'entreprise vis-à-vis de l'urgence préopératoire, de l'urgence préhospitalière, c'est bien entendu l'organigramme. L'organigramme ministériel avec la direction générale de l'organisation des soins et en l'occurrence au niveau du bureau du premier recours, c'est le bureau R2. Vous voyez donc, je vous laisse peut-être à un moment donné faire pause sur ce diaporama afin de bien analyser l'organigramme de cette institution. Alors, les institutions ensuite de ce fameux bureau du premier recours vont se décliner au niveau régional et au niveau départemental. Alors, au niveau de la DGOS, elle est responsable de la politique générale de santé en France. Elle joue un rôle crucial dans la coordination des soins d'urgence, préparation et réponse aux crises sanitaires. Alors, au niveau de chaque région, donc les 13 régions, vous avez un bureau du premier recours avec des directions de ce bureau, des déclinaisons départementales aussi. Ils sont en charge de l'organisation des soins primaires, du soutien aux professionnels de santé, ils sont en charge de la coordination des soins et surtout du développement des nouvelles formes d'organisation, donc les CPTS qui sont des institutions afin de fédérer des professionnels de santé en majorité libéraux d'un même territoire. Et j'insiste beaucoup sur le fait que les ambulanciers qui sont professionnels de santé, auxiliaires médicaux, se doivent d'intégrer leur CPTS de territoire. C'est très important. Alors, au sein de chaque département, un CODAMUP s'est mis en place, dans le comité départemental de l'aide médicale d'urgence professionnelle de santé, et avec
un petit appendice actuellement, TS, pour transport sanitaire. La composition, bien sûr, présidée par le préfet du département, coordination des services de l'État, les ARS qui sont représentés par leur direction générale, mais aussi les représentants et les directions départementales. Les SAMU et très récemment les services d'accès aux soins ont intégré le Codamus départemental. Les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux, dont bien sûr les ATSU, avec les fédérations de transporteurs sanitaires, conseil départemental de l'ordre des médecins, les unions régionales de professionnels de santé, les services de secours et de sécurité incluant les pompiers, la police et la gendarmerie, les collectivités territoriales avec les représentants politiques, associations de secourisme, Croix-Rouge, Protection civile, etc. et les représentants des usagers du système de santé. Alors, les fonctions du CODAMU départemental, coordination des services d'urgence, permanence des soins, transport sanitaire et crise sanitaire et planification d'urgence. Alors, en fait, le comité le plus important pour nous, c'est le comité du transport sanitaire. Ce sont donc le CODAMUS est lui-même subdivisé en deux sous-comités. D'un côté, le comité du transport sanitaire, qui gère la permanence du transport sanitaire et les urgences préhospitalières, et de l'autre, le comité médical qui gère, et c'est vaste programme, s'il en était, la permanence des soins non programmés. Alors, au sein du sous-comité du transport sanitaire, il était évident que là-dessus, les ATSU ont un rôle primordial. C'est une représentation institutionnelle. La candidature est retenue par l'ARS pour un mandat de 4 ans et gère l'organisation de la garde et des transports sanitaires. La qualité et démarche qualité, formation des ambulanciers, déclaration des événements indésirables graves, retour d'expérience, désignation et obligation par l'arrêté du 22 avril 2022, très important parce que dorénavant, c'est l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental qui organise la garde et la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière. Et dans ce cas, propose à l'Agence régionale de santé un tableau de garde ambulancière, assure la bonne exécution de la garde, constitue une liste des entreprises volontaires si indisponibilité et participe au financement et à la gestion du logiciel de géolocalisation. Et aussi, il y a la problématique du coordonnateur au niveau de la plateforme SAMU SAS, le coordonnateur ambulancier dont la présence est indispensable à mon sens pour assurer un bon arbitrage entre bien sûr transport sanitaire et sapeurs-pompiers au niveau des urgences préhospitalières. Alors il est établi un cahier des charges par rapport aux missions UPH que je vous laisse lire rapidement. Vous pouvez mettre sur pause, c'est comme respecter, pour pouvoir le lire plus tranquillement, respecter les délais d'intervention fixés par le SAMU. Et vous savez que par le logiciel, donc vous avez un adressage de la mission avec le temps imparti qui peut aller jusqu'à, je l'ai vu, 120 minutes par exemple, dans certains cas. Transmettre dès que possible au SAMU le bilan clinique, voilà, donc il y a c'est tout le déroulé des actions qui sont menées par l'équipe d'ambulanciers. Et dans le dernier item, participer le cas échéant à la réalisation des actes de télémédecine, et c'est en ce sens que c'est la transmission des données du patient, des données cliniques du patient,
ou alors participer à de la téléconsultation exceptionnellement. Pour ce qui concerne le cahier des charges dévolu au SAMU Centre 15 SAS, il transmet immédiatement au coordonnateur ambulancier et ou grâce au système d'information de là-dessus, toute demande, moi je privilégierais bien sûr l'action du coordonnateur ambulancier, toute demande de transport sanitaire urgent avec les délais impartis proposés par le SAMU, sollicite le service d'incendie et de secours pour une intervention en carence. Lorsque le coordonnateur, c'est pour ça l'importance que le coordonnateur soit présent, constate le défaut de disponibilité, le SAMU reçoit le bilan clinique et indique à l'équipe les actions à effectuer. Ce sont les prescriptions sur les gestes d'urgence auxquels les ambulanciers sont tenus d'être formés et indique le lieu d'adressage et la destination du patient. La recherche de lits d'hospitalisation et l'adressage vers les services d'urgence. Et ainsi que ce soit au niveau du sous-comité du CODAMUP, c'est-à-dire le comité du transport sanitaire, ou bien au sein de la plateforme service d'accès aux soins SAMU et ADSU, les rôles sont la planification de la garde ambulancière, définition du nombre de secteurs, définition du nombre d'équipes par secteur, recours à volontaires en cas d'indisponibilité de l'équipe UPH de garde et rôle du coordonnateur ambulancier qui doit bien être stratifié par l'ensemble des acteurs institutionnels. Alors, je me permets d'intervenir en matière de comptabilité analytique avec mon expérience de chef de pôle hospitalier et de vice-président de CME par rapport à la gestion des flux économiques et financiers dans un hôpital, mais à certains égards, on n'est pas très loin de la comptabilité analytique au niveau d'une entreprise ambulancière. L'activité doit générer des dépenses, l'activité génère des recettes, et l'UPH est une délégation de service public. Et à partir de là, elle doit être, à certains égards, quand elle n'est pas, entre guillemets, j'aime pas ce terme rentable, hein, c'est-à-dire que qu'on arrive à l'équilibre des comptes, elle doit être subventionnée. C'est nécessaire. Donc moi, j'ai toujours établi les tableaux de garde hospitaliers, j'ai toujours raisonné comme médecin hospitalier par rapport à la planification sur 8870 heures, c'est les 365 jours que multiplie 24 heures. Et on considère que, j'ai vu un petit peu les abats qui ont été présentés assez récemment, on est aux alentours de 90 euros, entre 80 et 100 euros. Donc moi je maximalise à 100 euros voilà le prix de revient avec une petite marge de l'activité UPH de garde. Et donc on est sur un budget de 887 000 euros par an et par effecteur, ou 2400 euros par 24 heures de garde. Si d'aventure, après on peut avoir une notion de demi-garde, c'est-à-dire des effecteurs qui ne sont engagés qu'en journée, quand dans certains territoires il y a 2 effecteurs la journée et puis un seul effecteur la nuit, des choses comme ça. Et donc il est important d'avoir une projection quinquennale avec une révision des coûts en fonction de l'inflation et des taux d'intérêt d'emprunt. Alors, j'ai l'expérience de l'appui de l'Agence nationale d'aide à la performance, l'ANAP, qui a une démarche médico-économique, comptabilité analytique, par rapport pour optimiser les flux de patients dans les blocs opératoires. Vous savez que le bloc opératoire, c'est le site de l'hôpital qui coûte le plus cher finalement en fonctionnement. Et donc il faut augmenter la production de soins. En l'occurrence, il faut que, disons, les ARS, avec éventuellement l'appui de la NAP, optimisent la production de soins pour une activité qui soit de 15 à 18 missions UPH par 24 heures, sauf des territoires bien définis. Contractualiser avec ARS, SAMU, direction hospitalière,
afin de se rapprocher d'une recette de l'ordre de, je suis désolé, c'est 2400 € par 24 heures, pour être dans les 100 € de l'heure. Et donc dans ces cas-là, mettre la pression sur les hôpitaux pour que ARS, SAMU, direction diminue le temps d'attente aux urgences afin de permettre un meilleur enchaînement. Intégrer, à mon sens, l'UPH dans l'activité de transport sanitaire. C'est-à-dire que là, on considère qu'on a par définition un certain nombre d'UPH intermittentes en quelque sorte et les missionner l'effecteur le plus près du lieu de la mission et le plus disponible. Voilà. Et donc là, il est effectif, c'est la contrainte d'avoir une certaine souplesse dans l'action des équipes qui à tout moment peuvent être intégrées dans l'UPH de garde ou par intermittence. C'est le plus rationnel à mon sens. Serrer les territoires en nuit profonde et avoir un découpage de jour et un découpage de nuit, donc diminuer le nombre bien sûr d'effecteurs, mais aussi agrandir les territoires, dans la mesure où la nuit, à partir surtout en nuit profonde, on circule beaucoup plus rapidement, il n'y a pas de circulation, la dépose au niveau des urgences est bien sûr à partir de 22h, 23h est plus rapide. Et bien entendu, activer une caisse de décompensation UPH qui ferait que par effecteur, si on n'atteint pas le chiffre le coût du revient à l'année de 887 000 euros, il y ait une caisse de compensation il est effectif que l'activation de la caisse de compensation doit aussi être mis en relais, en perspective par rapport à la productivité. Et effectivement, si on sait que on a une recette finalement assurée, on aura tendance, entre guillemets, à diminuer la production de soins. Non, il faut qu'effectivement il y ait l'ANAP qui impose certains critères, certains ABAC, hein, et ensuite il est important d'avoir une démarche populationnelle, très important en fonction du nombre de populations du territoire, afin de raisonner de façon la plus optimum et la plus performante possible. Merci de votre attention et puis à bientôt à la Convention de La Rochelle.